Salut à tous, le jeudi c'est encore Wanty avec un épisode 16 ici sur lequel on va terminer la Vuelta. Il nous restait 6 étapes à couvrir. Les classiques au Québec bien sûr, avec aussi la Wallonie intercalée avant le championnat du monde dans les 11 dernières minutes, l'épreuve en ligne. Et puis auparavant évidemment le contre-la-montre qui est très, très intéressant également. On était donc en pleine Vuelta. Cette Vuelta qui dure sur 3 épisodes, elle s'étale. Et puis, on espère, mais en fait, je n'attendrai pas le Tour de Lombardie dans cet épisode. Pas le temps. Déjà, la vidéo fait 1 heure. Donc, ce sera dans le prochain. Sur la Vuelta, Egan Bernal tenait le classement général de très très peu devant Simon Yates, puisque sur l'étape 15 précisément, Bernal avait un peu craqué, malheureusement pour lui. Donc gros suspense au général sur la Vuelta. Après, pour ce qui est du classement de la montagne, on a pris pas mal d'avance avec Goossens, qui doit pouvoir essayer de garder ce maillot, à condition de se glisser peut-être dans quelques échappées, on verra. Rota est peut-être en voie de prendre le classement par points. Au moment de recommencer, il y a une étape qui est relativement promise aux sprinters ici. L'étape 16, arrivée à Tomares. Donc, on va voir, on va essayer de ne pas faire comme Primož Roglič. Le pauvre, je crois que c'est là que ça se joue pour lui. Malheureusement, ce retrait de la Vuelta IRL il y a quelques semaines, avec forcément beaucoup de déception. Et que vous dire si ce n'est que sur cette étape-là, j'ai choisi de ne pas partir dans l'échappée pour une fois. On est resté bien au chaud. Pourquoi ? Parce qu'on essaie de jouer le sprint avec notamment Gerben Thijssen. Et donc à cet effet, mieux vaut rester un petit peu au chaud. C'est très rare parce qu'on est beaucoup sorti en échappée sur cette Vuelta. Et là, on ne s'est pas mêlé à ces 6 qui font, ma foi, une fort jolie échappée. Ils tiendront assez longtemps. Derrière, on a toujours la belle activité de Quick Step Alpha Vinyl pour le compte de Jacobsen. On a également, alors qu'on aperçoit un petit peu la carte du final dans laquelle il y a quelque chose à faire, honnêtement. Notamment, essayer de se placer convenablement sur la petite bosse qui précède. C'est ce qu'on va essayer de préparer ici avec Byström, à qui on va demander de travailler. Il y avait également un gros travail du team Bike Exchange pour Caden Grooves, je pense. Et puis de toute façon, ils sont très très actifs parce qu'ils ont également Simon Yates au général, qui est bien placé, et Ineos Grenadier qui contrôle ou qui a contrôlé cette étape par moment. Voilà, les 3 équipes se sont partagées un petit peu la main du peloton. Allez, plan carte désormais avec Rota dans la roue, Byström, De Gendt, De Vriend. Et puis, tout ce qu'on va demander, nous, à Gerben Thijssen, c'est de ne pas lâcher la roue de De Vriend, voilà, qui sera son poisson pilote sur cette étape-là. Donc, on roule fort, mais on va pas non plus mettre les Rota, Byström dans le rouge. C'est juste pour essayer de se placer. Il reste encore un petit peu plus de 7 km à ce moment-là. L'échappée, donc, évidemment, a été reprise entre-temps sur les accélérations du peloton. C'était pas possible de résister. L'étape va se jouer au sprint. Allez, on va essayer de s'appliquer pour libérer. Regardez, déjà, De Vriend et De Gendt, il n'y a pas de problème, mais Thijssen, il a pris une cassure. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Thijssen est souvent pris dans une cassure quand on essaie comme ça de faire notre petit train à l'arrivée. Allez, il peut peut-être encore rentrer, mais il va bouffer de la barre rouge. Malheureusement, regardez, voilà, ça y est, il revient. De Vriend qui sprint. Et regardez ce qui va se passer. Énorme. En fait, le fait que Thijssen ait pris du retard et soit fait finalement il est victime d'une cassure très très légère mais déterminante, il n'avait plus le placement nécessaire pour aller conclure. Et au final, tout ça combiné à l'enchaînement de virages, parce que quand il y a enchaînement de virages sur PCM, il vaut mieux lancer
d'un petit peu plus loin, mais moi en fait j'osais pas trop lancer tant que j'avais pas Tyson dont je voyais qu'il revenait. Bref, on assiste finalement à une fin d'étape complètement rocambolesque, et c'est De Vriend qui s'impose devant Rosen, Jacobsen, bon, et Tyson justement. Donc un petit peu coup d'épée dans l'eau, je dirais, pour ce qui est de notre stratégie et de son application. Faut quand même pas se mentir, c'était pas trop ça qui était voulu, mais c'est pas grave. Allez, on va enchaîner direct avec l'étape 17. Étape 17, avec une arrivée cette fois-ci, oui, après une difficulté, donc on va être vigilant. Et puis surtout, on se permet là d'aller un petit peu dans l'échappée, parce que je me dis que c'est peut-être un type d'étape sur lequel on pourrait envisager que le peloton laisse filer. Donc, au cas où, on envoie Lorenzo Rota, parce que ce type d'étape-là peut nous sourire. Donc, je me couvre par rapport à une éventuelle échappée victorieuse, mais vous voyez que ce sera pas le cas au final. L'étape aura été bien contrôlée, et ce sera un peu d'ailleurs le mot d'ordre dans cette fin de Vuelta. Beaucoup d'étapes vont être contrôlées parce qu'il y a encore une telle lutte au général que les équipes de Bernal, Almeida, Mas, évidemment aussi Simon Yates, vont pas mal contrôler la course. On doit assister à des explications entre favoris, en fait, en cette fin de Vuelta, ce qui fait que l'échappée ici aura été reprise après que Rota ait pris quelques points, et puis nous on va juste essayer de se positionner avant le final pour, qui sait, peut-être bénéficier pour Byström par exemple, on pourrait l'envisager en tout cas, parce que Goossens n'est pas dans un super jour, peut-être bénéficier du travail de certains favoris, mais regardez, ça va vite à se calmer dans nos têtes. Ça va vite se calmer. Vingegaard, Simon Yates ne sont pas au mieux, et devant, Pouls, Almeida, Valverde, on a comme ça des hommes très forts, et c'est Dan Martinez en fait le plus fort ce jour-là. Il va se passer un truc assez étrange en un sens, parce que je pense que dans la réalité on n'aurait jamais vu Dan Martinez se désolidariser ainsi de son leader Bernal. Et pourquoi ? Eh ben parce qu'en fait, il va gagner cette étape, mais Bernal n'est pas très très bien, c'est comme Yates. Les deux auront pas mal perdu de temps sur la ligne d'arrivée. Finalement, il a suffi d'une difficulté peu longue pour faire de grosses différences. Regardez, voilà, on voit Simon Yates qui arrive maintenant, il devrait peut-être récupérer le maillot, et par contre Bernal n'est toujours pas là. Bernal a peut-être dit adieu, ainsi que Lopez pour ses rêves de classement général. Bernal a dit probablement adieu à cette Vuelta sur l'étape 17, au même moment où Dan Martinez par contre allait chercher l'étape de manière assez jolie, et finalement rapproché de Mas, rapproché d'Almeida. Il semble être les hommes en forme de cette fin de Vuelta. Donc on va l'apercevoir ici, une 46 pour Yates sur Dan Martinez, et pour Bernal ce sera un petit peu plus, ce sera 3,02. Voilà, drame relatif pour le Colombien. C'est bien dommage de craquer à ce moment-là. Donc on peut avoir des tentatives d'explication, on en parlera un peu plus tard, mais c'est comme ça. Étape 18 qui s'annonce a priori décisive pour le général, et quelle peut être notre ambition là-dessus ? Évidemment, essayer de prendre une échappée. Alors en fait, ça va partir assez fort dans cette étape-là, puisque déjà il y a 18 hommes, vous voyez à l'avant, suivi d'un groupe d'environ 9 autres. Il y a même un troisième groupe qui est en poursuite, le peloton étant plutôt contrôlé par la Bike Exchange de Simon Yates, qui se retrouve un peu au four et au moulin, tout le temps en train de travailler finalement, cette équipe. Alors évidemment on utilise Caden Groves ou Hamilton, ou alors on a vu également Sobrero. Et alors c'est vrai que
dans ces moments-là, on se demande toujours si cette échappée va pouvoir prendre du champ ou si ça va pas être le cas en fait. Donc c'est vraiment la question, qu'est-ce que le peloton va entre guillemets autoriser? Nous à l'avant on a placé 3 hommes. Rota va prendre comme ça les 20 points histoire d'assurer quasi définitivement le maillot du classement par points. Et puis j'ai quand même mis Goossens malgré son horrible forme du jour, étant donné que notre coureur le mieux placé au général peut soit bénéficier tout de même du travail de ses 2 coéquipiers pour limiter la casse, soit éventuellement glaner quelques points pour le classement de la montagne, même si là-dessus il n'y a pas non plus un suspense énorme à ce stade-là, je pense, puisque ça va être très très difficile de récupérer pour n'importe quel protagoniste correctement placé au classement, de récupérer le retard sur Goossens, ça paraît délicat. À ce moment-là, il ne reste plus qu'une seule étape de montagne après celle-ci, ce sera l'étape 20. Voilà, donc on essaie de se débrouiller à l'avant. Plancart évidemment est là pour travailler pour ses 2 équipiers, et puis au fur et à mesure que l'étape avance, je commence à être persuadé que Goossens n'aura strictement aucun rôle à jouer dans cette échappée, même si, allez, on va quand même tenter d'aller chercher ces points là. Il y a une première catégorie qui est intéressant, Alto del Piornal, première version, puisqu'après on assistera à une autre ascension de cette même difficulté, et Goossens a lâché en fait, vous voyez. Donc j'ai fait une croix en réalité sur les points malgré moi. Puis en fait même Rota qui il va sprinter juste pour empêcher que quelqu'un d'autre prenne 10 points. Mais même là en fait ça n'a pas fonctionné. Tony Galopin c'est un petit peu rapproché. Je pense pas du tout que ça suffira en fait. Donc scénario est lancé. Il va y avoir une dernière ascension évidemment. Et au cours de cette dernière ascension, en fait moi dans l'approche, dans la descente et puis dans l'approche de cette ascension, je vais chercher quand même à ramener Byström et compagnie là à l'arrière, tout en maintenant Rota dans le groupe à l'avant. Je ne participe pas, il y a quand même plus de 20 coureurs, il y a moyen quand même de rouler. D'ailleurs, incertitude à ce stade-là sur le fait que l'échappée aboutisse ou pas. Vous voyez, je fais rouler De Vrij, De Gendt, tout le monde, on rentrera jamais. Et en fait, pire que tout ça, je vais du coup rater évidemment le moment où l'échappée se scinde en 2 parties, avec du coup un trou à boucher. En fait ça me saoule d'avoir ce trou à boucher, et quelque part j'ai envie de dire les gars, je sors du jeu, je me désinvestis. Rota n'arrivera pas à infléchir tout ça, et puis en plus devant c'est très fort. Masnada on voit ici avec Van Hauck. Et ici, waouh, sublime attaque de Mark Padun. Mark Padun, qui semble avoir fait l'essentiel du boulot pour aller chercher cette victoire d'étape. Avec Geoffrey Bouchard quand même, qui essaye, mais qui est finalement dépassé par Masnada in extremis. Voilà. Et derrière, ça se bat très bien. Très très bonne surprise. Mas qui vient comme ça faire une vraie différence. Bernal pas loin, Hindley pas mal placé, Almeida ne subit pas trop, Lopez limite la casse, et on aperçoit que derrière, en fait, on cherche, il est où Yates? Il est là. Ça veut dire qu'il va, s'il y a des cassures qui sont comptabilisées, et je pense que ce sera le cas, on va avoir ici du temps perdu par Simon Yates, et donc une espèce de redistribution des cartes. Vingegaard à la ramasse, et puis en fait du coup Goossens a perdu très très gros, hein. Après à -2, on va pas non plus trop être surpris, hein, qu'une forme à -2 sur Kobe Goossens ait cet impact là. Mark Padun est donc le grand vainqueur du jour, et on peut pas dire que son étape ne soit pas méritée, au contraire, puisqu'il a pris quand même le meilleur sur un très grand groupe, donc c'était vraiment lui le plus fort. Qu'est-ce que ça nous donne au général en fait? Bernal va arriver à 2,02 de Padun, quand Simon Yates va arriver à 2,40. Donc 38 secondes de bénéfice pour Bernal, mais surtout Mas et Almeida qui vont faire un joli rapproché au général sur cette étape-là. 4 coureurs en 30 secondes. Là,
On touche le sommet du suspense. Bah écoutez, au moins ça fait quelque chose de bien à suivre. Dans la foulée, avant l'étape 20 qui sera donc déterminante, on a une étape 19 relativement calme et sur laquelle peut-être les choses peuvent arriver au sprint. On verra bien. C'est marrant parce que là, le jeu a mis par exemple des grimpeurs comme favoris de cette étape-là. Peut-être c'était au regard de certaines difficultés qu'on avait, 2 fois la même en cette étape 19. Et en vérité, on sait très bien que si le peloton ne roule pas trop fort, ça se jouera plutôt pour un sprinter, voire pour un sprinter qui passe quand même un peu mieux les bosses que d'autres. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des chances pour que Gerben Tyson ne soit pas invité du côté de la ligne d'arrivée. Mais bon, on va voir un petit peu ce qui peut se passer. Je démarre l'étape, vous l'avez vu juste avant, en sortant avec Lorenzo Rota. Donc voilà, comme d'hab, essayer d'aller prendre les points, faire gaffe. Il y a 2 coureurs à surveiller là-dedans, je vais le dire juste après, vous avez vu. La courbe de Rota est quand même intéressante, hein. Enfin les courbes, hein. On s'aperçoit que, oui, cette Vuelta est en train de lui faire très très mal en termes de fatigue. Je reviendrai sur la question de la forme, de la fatigue et du niveau de préparation la semaine prochaine. On fera une petite pause d'1 semaine juste dans la progression des aventures de Intermarché Wanty-Gobert parce que j'ai besoin de m'organiser pour le début de saison qui suit et que ça prend beaucoup de temps la planif. Donc je vous mettrai une autre vidéo et ça parlera de planification déjà, mais j'en dis pas plus, je laisse un petit peu le suspense. Donc Rota très impacté, on le saurait à moins. Le gars s'est quand même tapé une saison de dingue, hein, donc tout va bien. Et pour ce qui est donc de l'étape, il est encore allé prendre quelques points, une vingtaine, pour ce qui sera certainement la solidification définitive de son maillot. Et vous voyez, le peloton n'a pas laissé filer dans cette étape-là, ce qui fait qu'on se retrouve avec un groupe d'échappés là comme ça qui va se faire absorber sans qu'on ait vraiment de suspense sur le sujet. Voilà, il y avait pourtant Kemna, il y avait des coureurs qui étaient dangereux en fait au classement de la montagne pour Gossens. Pour ça que j'ai fait le boulot avec Rota d'aller prendre le maximum de points. C'était Biscara qui se montre assez menaçant et également Herrada de Cofidis. Donc attention à certains hommes qui, en cette fin de Vuelta, sont bien plus en forme que Gossens et pourraient fortement récupérer le maillot de la montagne. L'arrivée va se passer d'une manière un tout petit peu surprenante puisqu'il y a un groupe de 6-7 coureurs qui va sortir et c'est Robert Stannard qui va s'imposer devant Aranburu, donc dommage pour Aranburu qui aura failli l'avoir celle-là. Dorian Godon qui décidément fait une Vuelta exceptionnelle ne pourra faire que 3e. Bagioli battu, Walter battu, et c'est ainsi qu'on aura quelques secondes plus tard l'arrivée du peloton. Ok, mais comme j'avais un poil raté l'arrivée, c'est pour ça que j'ai zoomé un peu, j'ai récupéré un ralenti pour vous montrer donc la superbe victoire de Robert Stannard. On n'était pas assez organisé, Tyson était trop fatigué, etc. C'était un peu compliqué. Puis je vous avoue que j'ai joué cette course sur PCM avec un autre écran à côté de moi. C'était tout bêtement l'écran des championnats du monde dimanche matin. Donc j'étais absorbé par ce qui se passait IRL. Et puis du coup j'ai un peu laissé passer ma chance dans le final. C'est anecdotique. Allez, étape 20. Bon, là on va savoir. C'est maintenant que ça se passe. Donc qui de Yates, éventuellement encore Egan Bernal, Mas ou Almeida vont réussir à aller gagner cette Vuelta. C'est ici, c'est tout de suite que ça va se passer. Donc j'envoie toujours mes 3 sbires du côté de l'avant de la course. Attention donc,
Nieve n'est pas une vraie menace au classement de la montagne. En revanche, Biscara l'est. Et regardez, je vais rater complètement mon coup sur le premier GPM du jour. Puisque, ok, Rada n'a rien pris, mais on a laissé trop de points à Biscara ici. C'était excessivement mal joué de ma part. Biscara est en forme exceptionnelle. Hein. C'est du très très grand Biscara ici. Et Gossens peut vraiment avoir peur pour le maillot. Après, il a de l'avance, mais il y a beaucoup de points sur l'étape 20. Donc on va voir qu'en fait, plus ça va aller, et plus on va commencer à compter les écarts. Ici au Puerto de Navarra, ça fait 56, 39. Ça se resserre en fait. Ça se resserre, sachant qu'il reste encore notamment 2 fois 10 points à prendre. Donc, arithmétiquement, Biscara peut encore supplanter Gossens. Gossens qui, malheureusement, n'y arrive pas. Hein. Là, il n'y a plus d'essence. On est vraiment... Heureusement qu'on avait pris de l'avance. En vérité, dès le début de cette Vuelta, en prenant beaucoup de points là où c'était possible. Regardez, ça va se resserrer ici. 56, 41. Donc l'écart se réduit considérablement. Avons-nous une chance pour que cette échappée aille au bout? Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chances pour que ça se passe sans nous, parce qu'on a vraiment plus grand-chose dans le moteur. J'essaie ici de travailler pour Kobe Gossens. Et puis en fait, ça va être encore une fois des points perdus et un écart qui va se réduire. Heureusement, regardez, que Fausto Masnada et Creswake finalement ont lâché Biscara. Et là, officiellement, on peut le dire, c'est bon, le maillot, il est dans la poche. Mais il aura fallu attendre l'avant-dernier GPM de cette Vuelta pour être conforté dans le fait que Gossens garde son joli petit maillot. Il est évident donc que pour la victoire d'étape, c'est pas nous qui allons en profiter. Hein. En ce jour d'étape 20, mes coureurs n'en peuvent plus. Voilà, il faut à un moment donné... c'est pas mal aussi hein, que les types soient pas infatigables et que ça se termine vraiment sur les rotules. Masnada, par contre, est en grande forme, même si Steven Kruijswijk l'a repris. Et donc, on peut s'attendre à un mano à mano entre ces deux hommes en cette fin d'étape. Et il y a aussi un complètement dingue retour de Sergio Higuita. Donc, voilà, nous derrière, on observe un peu, mais Rota n'arrivera pas à faire grand-chose. Et puis, c'est la lutte entre les favoris, surtout, qui peut nous intéresser ici avec Lopez, qui déclenche les hostilités pas très loin du sommet. Après, c'est plat, à la fin. On a ensuite Vingegaard qui se réveille, du moulin l'aide un peu. Soler qui emmène Almeida. Martinez qui essaie peut-être de travailler pour Bernal. Hindley qui en met une, mais Hindley est moins bien placé au général. Regardez ce qui se passe finalement, c'est que Yates tient le coup, Mas également, Bernal est encore là. Oh là là, Yates, vous avez vu ce recul? Terminé. Allez, on ferme pour Simon Yates. Déjà, ce n'est pas lui qui va gagner, ça va se jouer entre les autres. Les autres, c'est assez simple. Hein. Mas va tenter un dernier barreau d'honneur. Il faut qu'il reprenne environ 25 secondes s'il veut passer devant Almeida. Et pendant ce temps-là, voilà, hop, Masnada, il se passe beaucoup de choses en même moment. Hein. C'est délicat à organiser au niveau de... pas tellement du montage, mais surtout de quelle image on choisit au moment où on joue la course. Donc, Masnada, comme ce qu'on pouvait sentir, s'est imposé. Mas derrière, Almeida, derrière sa sprint. Hindley va venir comme ça boucher un petit peu l'écart. Il y en aura peut-être un, tout de même, entre Mas, Hindley, Martinez et Almeida, mais vous l'avez peut-être déjà déduit, c'est Almeida qui va gagner cette Vuelta avec panache quand même, faut le dire, parce qu'il a été assez entreprenant sur certaines arrivées, et puis surtout il aura eu le mérite de jamais lâcher. Après, est-ce que ça aurait été une lutte de l'excellence, ou est-ce que ça aurait été une lutte entre coureurs qui sont plus ou moins tous
en train de faiblir en cette fin de saison. Il est difficile pour moi d'affirmer un truc à ce niveau-là. Est-ce que donc, vous m'avez compris, ce qui est sous-jacent, c'est le niveau de préparation des coureurs gérés par l'IA. Très très délicat, mais moi je penche quand même au vu de la forme d'Almeida et Mas sur les dernières étapes, je penche quand même pour une plutôt bonne gestion des formes de Almeida et Mas. Un Bernal qui aura touché son pic trop tôt, tout comme peut-être Simon Yates, et puis Hindley qui n'aura jamais vraiment pesé malgré sa 4e place, et pourtant sur le Giro, il avait fait une saison même sur le plan de la planification qui était assez parfaite. Giro, Vuelta, ça paraissait assez évident que c'était un très très bon choix pour Jay Hindley, et Jay Hindley semble finir pas mal, mais au final, il est comme Higuita, il est comme Kemna, Buchmann, c'est-à-dire que chez Bora Hansgrohe, on n'a jamais eu vraiment un moment où ces coureurs-là se sont exprimés et ont été en domination, alors que le nombre pouvait normalement les servir. Et il y avait un gros coup à faire pour ce Bora Hansgrohe. Je pense que le joueur humain aurait pu s'imposer avec Bernal peut-être, mais avec Hindley très certainement. Et puis il y avait pas mal de choses à faire, mais bon voilà, c'est pas toujours les stratégies les plus évidentes qui sont employées en course aussi, on le sait. Là, on va essayer de lancer sur cette étape. Regardez encore Tyson qui est un peu trop loin de ses lanceurs. De Vriend va-t-il le faire? Tyson, en fait, il aurait fallu encore 150 mètres. Tyson, il aurait peut-être pu aller se rapprocher de Jacobsen, mais au final, ce sera encore une fois le lanceur de Vriend qui termine devant le sprinter Tyson. Il est temps que cette Vuelta se termine, parce que nous n'arrivons plus à faire les choses convenablement à ce stade-là. Et puis par contre, une victoire de Jacobsen comme ça à Madrid, c'est juste moral, que le meilleur sprinter sur le papier s'impose sur cette étape-là. Donc rien à dire, c'est parfait. Notez la jolie 10e place de Philippe Gilbert, alors qu'on est très très proche de sa prise de retraite, et Almeida qui donc s'impose sur cette Vuelta avec 8 petites secondes sur Mas, 25 sur Bernal. Voilà, donc ça aurait été très très chaud jusqu'au bout. On aura eu un petit peu peur pour le maillot de Goossens, et par contre pour ce qui est du classement par points, il n'a jamais semblé intéresser quiconque. Voilà, contrairement à ce qu'on peut observer parfois sur le Tour de France. Almeida, meilleur jeune, c'est logique. Et la Bora Hansgrohe récupère tout de même le classement par points. Ce qui est assez logique au vu de la start list de l'équipe en début de Vuelta. Donc, on est avec une Vuelta qui s'est achevée. Et là, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est des courses d'un jour, puisque nous avions le Grand Prix de Québec au sein même de la dernière semaine de Vuelta. On avait Québec qui se disputait. Je vais pour une fois garder le variant de base, parce qu'en fait ça fait des années que je ne voulais pas proposer, il me semble, et donc au final le jouer une fois comme ça, pourquoi pas. Puis surtout j'ai eu toutes les peines du monde à retrouver mes anciens fichiers de Léon 40. Là je ne retrouve plus mon Québec de base et de prédilection, c'est-à-dire le variant Léon 40. Du coup, bon, allez, on l'aura à Montréal, mais là, sur Québec, je ne le retrouvais plus. Je dû faire pas mal de place sur mon disque dur, pour être franc, avant d'installer PCM 22 d'une part, et NBA 2K 23 surtout, parce que c'est très très... ça prend beaucoup de place, tous ces jeux, et je suis obligé de désinstaller des versions, je ne sais pas si votre cas également. Allez, on est sur Québec, il y a déjà des grosses différences qui se sont faites. C'est pas du tout nous qui les avons provoquées. Nous, on a juste suivi Jumbo-Visma qui roule très fort, Bahrain Victorious qui roule pas mal. Par moment également, Alpecin de Koenig qui durcit la course pour le compte de Mathieu Van Der Poel, qui est bien présent et honnêtement, on peut avoir peur de lui. Après, peur, on sait que quand on a Girmay dans son équipe sur PCM avec cette version-là de la World DB, c'est-à-dire vers le début juin, pour être franc,
On n'a pas vraiment non plus froid dans le dos parce que Girmay est capable de s'imposer sur tout un tas de situations qu'on peut rencontrer pour peu qu'on ait bien travaillé pour lui. Donc c'est ce que je vais essayer de m'appliquer à faire. C'est-à-dire que Van der Horn, Vliegen, Alexander Christophe, mais aussi Jan Hirt, Dimitri Claes, bref, tout le monde va être au boulot. Quinten Hermans, bien évidemment, en dernière instance. Tout le monde va être au boulot pour essayer de maintenir Girmay dans la meilleure situation possible. Ça va s'exciter un petit peu dans le dernier ou dans les 2 derniers tours. C'est-à-dire qu'il y a certains coureurs comme ça qui vont sortir. On voit notamment quelqu'un qui est capable de s'imposer ici. Thomas Pidcock, largement capable de le faire, même s'il semble un tout petit peu à court d'énergie à moins de 6 km de la fin de cette classique. Vliegen va lancer pour Hermans, puis ensuite ce sera Girmay qui devra suivre Hermans. Voilà, c'est parti. On finit de durcir la course de manière assez intense afin... Vliegen fait un énorme boulot, afin que Hermans puisse comme ça ici lancer, voilà, et libérer au bon moment Binyam Girmay, à qui il reste un petit peu plus d'1 kilomètre, mais il avait beaucoup de barres, et puis rien que sur la barre jaune, le gars est capable de faire des choses sublimes. Victoire donc pour Binyam Girmay, victoire sans émotion sur un variant que nous joueurs de PCM nous aimons peu, mais voilà, victoire assez nette. On est suivi de Mark Hirschi et Mathieu Van Der Poel. Quinn Simmons vient compléter le top 5 avec Quinten Hermans. Ok, ça fait quand même un joli top 5, même si on aurait pu s'attendre, mais en fait, je suis pas très surpris que Van Der Poel n'ait pas terminé aussi trop proche de Girmay, parce que déjà on a beaucoup durci. Van Der Poel avait un tout petit peu tenté sa chance avant, et en termes de sprint pur, même s'il a plus d'accélération, Van Der Poel n'est pas supérieur à Girmay. Donc c'est normal qu'il soit vainqueur, notre Érythréen. Voilà. Donc c'est bien parce qu'en fait cette fin de saison est une moisson de victoires pour Girmay. Du coup ça donne envie de voir la deuxième consécutive du côté de Montréal. On a envie de voir si Binyam peut faire le doublé. Actuellement à ce stade-là, c'est pas un truc auquel j'attache trop d'importance, mais à ce moment-là, je crois que Girmay n'a plus qu'une centaine de points de retard au classement UCI sur Roglic. Roglic premier, Girmay deuxième. Donc il suffirait d'être assez bien placé à Montréal pour pouvoir être premier au classement UCI. Bon, après il y aura quand même le Tour de Lombardie sur lequel Roglic pourrait marquer des points et Girmay certainement pas. Mais au moins on peut essayer de contester un petit peu la première place à Roglic au terme d'une saison assez exceptionnelle pour Girmay. Allez, on s'accroche. Montréal, version donc Léon 40. C'est assez intéressant avec cette double difficulté que l'on rencontre 7 fois. Et puis un final habituellement réservé aux coureurs de classique, puisque c'est toujours ce qu'on voit en fait, souvent des Flandriens à la bagarre pour gagner Montréal sur ce variant. Je trouve ça amusant, et puis au moins ça fait un spot pour les Flandriens sur cette troisième partie de saison. Sinon, à part le Tour du Benelux ou certaines classiques, ils n'en ont pas énormément. Allez, il reste plus que 2 tours, ça y est, on rentre dans le vif du sujet, vous voyez, plus qu'une cinquantaine de coureurs, et ça attaque, c'est parti. Van Der Poel bien sûr, et puis Wout van Aert qui est présent cette fois-ci. Benoît qui prend la suite, ça réagit très fortement à l'attaque de Van Der Poel, qui en remet une, regardez, hop, à droite, on l'a vu partir, il est parti avec Quinn Simmons dans son sillage, et nous, on s'excite pas en fait, ça sert à rien. Il reste plus de 30 km encore. Et si on fait travailler l'équipe, je dirais, de manière correcte, on n'a pas à se soucier de cette échappée-là, a priori.
Donc vous voyez Vliegen ici qui travaille encore très très bien. On garde Hirt et Quinten Hermans pour travailler ensuite. Van Aert, Hirschi, Van der Poel sont de sortie avec, je crois, Quintana a été aperçu également dans ce groupe-là. Ouais, il faut pas non plus s'endormir hein, par rapport à ces 6 échappées-là, mais il reste encore suffisamment de temps pour les reprendre. Si on travaille bien, ce que je vais demander à mes équipiers de faire, vous voyez, Van der Horn, Hirt ensuite, tout le monde va travailler pour reprendre ces 6 hommes qui sont quand même beaucoup trop dangereux pour qu'on reste sans réaction ou qu'on laisse faire l'IA, parce que là, ça peut terminer en enterrement de première classe, hein, cette histoire-là. Donc, c'est bon, ils sont repris. Dans la foulée, ça réattaque, mais il commence à y avoir de moins en moins d'énergie dans les jambes de nos principaux concurrents. Pas mal de lactique aussi, à mon avis, dans les jambes. Hirt, Hermans pour mettre Girmay sur orbite. Van Aert va-t-il nous sortir quelque chose de sa poche? Stuyven semble pas mal en cette toute fin de course. Madouas aussi fait une belle fin de saison. On le verra également sur les championnats du monde juste après. Il y a comme ça une différence qui apparaît assez clairement entre les coureurs très en forme, qui donc ont été bien préparés, et ceux qui sont moyennement préparés, voire peu préparés. Pidcock, on fait le boulot pour lui reprendre sa roue. Mark Hirschi aussi, voilà. Mark Hirschi, il est pas mal en cette fin de saison. Tant mieux, j'allais dire, parce que sinon, à quel moment est-ce qu'on voit Mark Hirschi hein? Ça aurait été un petit peu tristouné. Heureusement, là, on le voit un peu en fin de saison. Hermans avec Girmay dans la roue. On va se caler pour Girmay dans la roue de Van der Poel. On va se contenter avec Hermans d'essayer de répondre aux attaques ici et là. Ici, c'est Gianni Moscon qui attaque. Regardez, Van Aert a disparu du groupe. Il était un peu juste. Il faisait partie de ceux qui n'étaient pas assez préparés pour cette fin de saison, en tout cas pour le moment, parce que peut-être qu'au championnat du monde, on aura autre chose. On va voir ça dans quelques minutes. Allez, il va falloir lancer au bon moment. Van der Poel qui déclenche. Et Girmay, est-ce qu'il va le reprendre? Eh bien non. En fait, regardez, il nous restait un petit peu de barre là pour sprinter. Il fallait lancer un peu plus tôt. Et donc, il faudra se contenter ici d'une 2e place pour Biniam Girmay, derrière Mathieu Van der Poel. C'est un peu frustrant de perdre là, et en même temps, tant pis, hein, c'est ma faute. Hein. C'est ma faute totalement. Voilà. Il n'y a pas photo. Van der Poel, vainqueur. Alors, peut-être l'occasion de caler juste un petit mot. J'ai été triste, consterné par ce qui s'est passé pour Van der Poel en Australie. On va dire la journée ou la soirée qui a précédé la course de championnat du monde. Je comprends même pas comment ce genre d'histoire peut arriver. Et je suis excessivement triste pour le coureur qui se prépare durement, qui va à l'autre bout du monde, et pour finir sur un malentendu et sur une situation qui n'aurait pas dû arriver, se retrouve assez lourdement pénalisé à titre personnel. Donc bon, c'est triste tout ça. C'est triste, c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir, et je pense que quand on a des coureurs dans l'hôtel, la moindre des choses, c'est peut-être de veiller tout particulièrement à leur tranquillité. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a inspiré. Et puis, je suis bien content qu'il soit relâché, qu'il ait pris l'avion. Voilà, qu'il ne reste pas dans ce pays. J'ai vu le moment où il allait se faire séquestrer comme Djokovic en début d'année. Mais bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. Voilà. Allez, Grand Prix de Wallonie, je l'ai promis. Par contre, voilà, je suis absolument désolé. Nous avons un fan, en fait, de Lorenz Heuss qui regarde les vidéos, et je le salue tout particulièrement. Il a insisté, tu montreras la Wallonie, etc. Oui, mais de toute façon, avec cette équipe Intermarché Wanty Gobert Matériaux, je ne vois pas comment j'aurais pu zapper la Wallonie. Et évidemment qu'on a envie de cette arrivée du côté de Namur, du côté de la Citadelle. Et donc,
mes seules excuses vont au fait que Lorenz Heuss ne soit pas aligné. En fait, il a difficilement récupéré de son Giro, il a été sur d'autres courses, son programme était déjà prévu depuis pas mal de temps, je n'ai pas pu l'aligner. Allez, Van Der Poel, qui est vraiment l'homme en forme de ce moment entre Québécoise et Wallonie, regardez. Zat, voilà. Biniam Girmay n'ira pas chercher le Grand Prix de Wallonie, chute dans un moment décisif. Donc voilà, il est relevé. Girmay est relevé, du coup on essaie de se reconfigurer ici du côté de l'équipe avec Claes qui bosse pour Hirt. Hirt va essayer de mettre Hermans dans les meilleures conditions possibles. On va essayer de le faire ici, mais ce ne sera pas du tout la même histoire. Allez, Christophe également peut donner un tout petit coup de main à l'approche de la montée de la citadelle. On va demander à Hirt ici d'accélérer pour placer Hermans sur orbite. Et regardez, on va avoir un drôle de vainqueur. On va avoir un drôle de vainqueur ici. Regardez, celui qui accélère ici au centre de l'écran. C'est incroyable. Johannessen. Il est très 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 impressionnant. Depuis même le début de saison dans cette partie. J'en ai pas souvent parlé, mais je l'ai vu souvent faire des trucs incroyables. C'est donc Uno X qui s'impose ici par l'intermédiaire de Johannessen. Il y a des notes qui sont sensationnelles. C'est un coureur qui, si ceux qui ont mis les notes ne se sont pas trompés, et puis il a évolué aussi depuis le début de saison, mais on va pas tarder à avoir ce type qui joue carrément peut-être même un rôle sur certains grands tours, pour peu que Uno X y soit invité, bien évidemment, mais il est exceptionnel. Tobias Haaland, Johannessen, soit il va signer ailleurs celui-là, soit on va avoir du Uno X plein les yeux à un moment donné dans la partie. On verra. on verra. On passe quelques jours et on se retrouve virtuellement en Australie pour les championnats du monde et leur version contre la montre. Voilà, une semaine avant la version en ligne. Donc je sélectionne finalement Van Wilder à la place de Campenaerts, parce que finalement Campenaerts n'est pas du tout dans les clous là pour participer à cette épreuve. Il est à court de forme, donc on va plutôt privilégier Van Wilder, qui va, avec ses belles notes et une belle forme du jour, en tout cas positive, c'est déjà ça. Van Wilder va nous servir un petit peu d'étalon pour ce qui est de l'ajustement de l'intensité d'effort, tout comme Lampart. Et puis après, évidemment, on a envie de tenter notre chance avec Evenepoel et Wout van Aert pour essayer d'aller gagner ce contre-la-montre. Ni plus ni moins. Quand on a ces deux-là dans l'équipe, franchement, on ne se gêne pas pour essayer de s'imposer à envoyer par exemple Van Wilder en finir. Je juste précise un truc, c'est que je suis pas allé modifier le variant, mais en fait ils n'avaient pas foutu le variant Australie 2022 pour le championnat du monde ITT. Après, voilà, c'est pas dramatique je pense, mais on était sur un variant Valkenburg, donc c'était pas du tout la même mayonnaise. Faut remonter une dizaine d'années en arrière. Non, peut-être pas quand même, mais voilà. Evenepoel s'élance. Remco semble en bonne forme en cette fin de saison et je mise fort sur lui, tout comme je mise sur Van Aert. On va essayer de faire l'essentiel de la course entre 74 et 75 d'intensité d'effort. Pourquoi ? Parce que le contre-la-montre est relativement long, il y a une quarantaine de kilomètres, et que plus vous rallongez, plus il faut accepter de répartir l'intensité d'effort. Et je pense que 74 ici ou 75, c'est le bon réglage, et qu'ensuite il n'y a pas grand-chose d'autre à faire qu'espérer que ça se passe bien. Vous voyez par exemple, dans la manière de partir que j'ai,
Moi, c'est-à-dire qu'en fait, je régule l'effort, il est quasi constant hein, au fur et à mesure de la course. Effort 74-75 tout au long du parcours. Eh bien, vu la manière, regardez, le deuxième intermédiaire de Remco va être instructif, voilà. Il est très très proche, Remco. Je pense que l'IA part très fort et ensuite elle ralentit. Alors que nous, c'est pas du tout la même approche. Nous, on y va de manière constante. Voilà, donc c'était mon ambition. C'est une idée qui m'est venue de très très loin, d'un Giro 2000, je ne sais plus combien, où j'avais dû jouer comme ça un contre-la-montre qui faisait plus de 40 km avec Nibali, et où en fait on avait réussi à récupérer pas mal de temps, juste parce que l'IA gérait moyennement la grande longueur de l'effort. Allez, Evenepoel, oui, Evenepoel passe en tête. Il prend donc le classement provisoire. Il est en tête. Allez, au moment où Van Aert démarre avec son contre-la-montre. Ouais, voilà, donc je pense qu'en fait, au-delà de 40 km, l'effort n'est pas toujours bien régulé par l'IA qui a tendance à en mettre trop au début et termine un peu sur la jante. Et donc c'est pour ça que même 1 minute au premier intermédiaire pour Van Aert, ça peut paraître choquant 1 minute, hein, parce que quand on regarde le cyclisme, 1 minute c'est rare que tu reviennes. Hein. Et pourtant, regardez, il va y avoir déjà absorption d'une partie du retard au deuxième intermédiaire. Et donc, il y a peut-être encore moyen de récupérer une trentaine de secondes hein, d'ici à l'arrivée hein, pour un coureur comme Wout. Entre-temps, Kung devrait aussi franchir la ligne. Kung est pas mal, hein, puisqu'il est premier au deuxième intermédiaire. Hein. Donc, si je dois affiner un peu mon jugement, c'est surtout lors de la troisième partie de ce contre-la-montre que l'IA a tendance à craquer, en tout cas pour tous les coureurs qu'il y a eu avant, parce que peut-être que là, elle va bien se comporter. Allez, on en termine avec une salve de prétendants ici. Dumoulin en termine, il est dans les clous Dumoulin, il peut s'imposer, hein. Ce ne sera pas le cas. Il termine à 46 secondes d'Evenepoel. Rohan Dennis, encore une fois un prétendant, non, termine deuxième derrière Evenepoel. Kasper Asgreen, peut-être qu'il y avait un peu trop de pourcentage par endroit et que si le contre-la-montre avait été beaucoup plus plat, Kasper Asgreen aurait pu prétendre. Qu'est-ce qui va en être? Non, regardez, il termine à 1 minute. Roglic, par contre, c'est un terrain pour lui. C'est un terrain pour Primoz Roglic ici. Eh ben non, ça va faire troisième à 24 secondes. Il reste plus que Kung pour nous empêcher de gagner. Stephen Kung, allez. Waouh, deuxième à 14 secondes. Vous l'avez donc compris, la victoire va se jouer entre deux Belges. Remco ou Wout van Aert, s'il arrive à coiffer au poteau son copain. Eh ben non. C'est donc Remco Evenepoel qui s'impose ici. Ah bah zut, on avait oublié l'italien, tiens. Juste Filippo Ganna. Non mais en fait, ce qui va se passer, c'est que Ganna ne semble pas en très très grande forme en cette fin de saison. Il est donc pas du tout à la lutte avec Remco, puisqu'il termine à près d'1 minute, Filippo Ganna. Le nouveau champion du monde de contre-la-montre s'appelle donc Remco Evenepoel. Bah écoutez, au moins, on aura réussi à le faire être champion du monde de quelque chose. C'est déjà ça. En attendant la semaine d'après, où on a l'épreuve sur route. Et là aussi, toujours basé sur la forme du moment. Je privé de Campenaerts, désolé. Victor, je prends plutôt Ilan Van Wilder. Et au nom également de la force d'équipe, je zappe Quinten Hermans, je ne le sélectionne pas. On va ici tourner notre équipe vers Wout van Aert, vers Remco. Ce sont les deux leaders, ils sont à égalité pour moi dans la tête avant la course. Et puis on a une équipe super forte à côté avec Tish Benoot, avec Jesper Stuyven. Van Wilder et Van Seuvenant auront principalement un rôle d'agitateur et de protecteur par alternance. Et puis Tim Wellens et Dylan Teuns seront un peu utilisés dans le même esprit. Au début, quand je vois le profil, je me dis, vous savez quoi, je suis allé voir sur PCS tellement je me disais,
Mais est-ce que c'est vraiment réaliste par rapport à ce qu'on a vu dans la vraie vie il y a quelques jours? Ouais, à part le début, à part le tout début là de ce variant, qui est un tout petit peu original, oui, c'est bon. On a des copains dans le peloton, Louis Mentis, pardon, Yann Hirt. On a aussi quelqu'un qui vient d'essayer de sortir, c'est Byström. Je sais que Alexander Christophe est présent. Après, de là à dire s'il va ou non jouer un rôle, ça paraît délicat. Vous voyez les forces en présence. Alaphilippe également, Almeida, Bernal, Asgreen et les Danois. Pedersen, moi j'ai envie de regarder Pedersen. Kung, oui. On a quelques Américains, on a des Italiens qui peuvent être pas mal avec Lorenzo Rota, mais à mon avis, il sera plus trop dans le coup, là, il est crevé. Il y a Scharmann pour l'Allemagne, il y a Lutsenko, il y a Maika. Bon, il y a comme ça un certain nombre de protagonistes. On a, je l'ai pas dit, mais il y a aussi Sonny Colbrelli pour l'Italie. Bref, il faut pas se rater, hein. Cette course, c'est quand même l'occasion d'être champion du monde avec la Belgique. Et je vous avoue que, vu ce qui s'est passé le week-end dernier, j'ai pas vraiment envie de passer à travers, parce que si je gagnais avant avec la Belgique et que je me mets à perdre le jour où en fait IRL ils arrivent à gagner, je vais le prendre un peu personnellement. Donc réflexion, on fait quoi au niveau tactique? Je commence à secouer le cocotier, très très loin de l'arrivée, avec Van Wilder dans un premier temps, avec Dylan Teuns en attaque curseur très très brève, les attaques. Tout ça pourquoi? Pour crever un peu tout le monde derrière. En fait, j'ai remarqué que si on fait ça, ok, on sacrifie un coureur, et encore, vous allez voir que Dylan Teuns va encore conserver un rôle par la suite. Mais surtout, ce qu'on arrive à faire, c'est que derrière, il y a quelques équipiers qui se font démonter par ce genre de cassure au niveau du rythme. Voilà, Stuyven qui ravitaille. Et donc, on a réussi déjà à virer quelques sprinters et quelques équipiers. Voilà, c'était mon but ici. Dans un premier temps, c'était d'éliminer de l'équipier et du sprinter. Alors, faut pas se fier tellement toujours au nombre de coureurs présents dans le peloton, parce que on peut avoir aussi des gens qui sont complètement morts, je dirais, cuits. Hein, ici, on reprend Mauric. Je décide d'y aller un petit peu avec Dylan Teuns. Là aussi, petite stratégie, en fait, à ce moment-là, c'est que après avoir un peu secoué le peloton avec Van Wilder puis Teuns, j'ai fait récupérer Teuns pendant un tour. Et là, je l'ai envoyé à l'avant. En tout cas, il essaye. Il est en chasse-patate, là, entre le peloton et les quelques échappés. Je crois qu'il y a Hugo Hull qui est devant. Et il n'est pas le seul, il y a Gross Schartner également. Donc on essaye comme ça de forcer le peloton à travailler. Et là aussi on fatigue. En fait, ce que je ne veux absolument pas, c'est ne rien faire et me retrouver avec un nombre de coureurs trop important à l'amorce des 2 derniers tours. Je veux que ça soit très difficile et qu'il y ait beaucoup de gens qui lâchent. Et qu'on se retrouve plutôt en petit comité et qu'on évite d'emporter avec nous Colbrelli ou Mats Pedersen ou tous ceux qui pourraient... il y a aussi Christophe Laporte qui est présent, il peut aussi s'imposer. Tout ce qui peut sprinter et qui peut nous gâcher la fête n'est pas le bienvenu. Après, la stratégie de course, elle n'est pas non plus hyper originale. Hein. Là, c'est Van Sevenant qui fait un gros effort. Ok, on va faire un petit peu les comptes à 3 tours de l'arrivée environ. On se retrouve avec, vous voyez, déjà une 50aine d'hommes. Ça se casse un peu à des endroits. Ici, c'est Benoît, voilà, qui s'était un tout petit peu fait bloquer. 50aine d'hommes. On demande cette fois-ci à Jesper Stuyven de jouer son rôle sur le plat, hein, puisque là, il y a moyen de faire beaucoup souffrir certaines personnes si Stuyven roule très vite. Ok, et derrière, attention, déclenchement des hostilités très très proches. Teuns, Van Sevenant,
En fait, celui qui aura la première carte, c'est évidemment Evenepoel. Et le job de Van Aert, ce sera uniquement une chose, alors que Primož Roglič tente sa chance. Pogačar n'est pas là, le leader de la Slovénie, c'est Roglič. Il y aura une seule tâche pour Van Aert, c'est s'imposer au sprint. Si d'aventure Remco n'arrivait pas à sortir. Donc, je joue quelque part la priorité sur Evenepoel et la sécurité sur Van Aert. Bon, bah, c'est pas très original, hein. Mais on est bien obligé de faire quelque chose de cohérent. Allez, Wellens, cette fois-ci, c'est parti. Mon Remco, c'est pour toi. C'est pour toi, tu vas y aller bientôt. Voilà, attaque de Evenepoel avec Schachmann dans la roue. Schachmann dans la roue qui tient, semble-t-il. Pas mal du tout. Roglič qui s'est accroché. Schachmann qui a fini par lâcher. Et Remco qui sort comme ça à 26 bornes de l'arrivée. Alors c'est rigolo, 26 de l'arrivée, c'est environ l'endroit où il a lâché Lutsenko l'autre jour. Bon, je vous avoue d'ailleurs, à mon grand désarroi, parce que j'aurais adoré que ces deux hommes arrivent ensemble. Ça aurait été tellement beau pour Lutsenko et au passage indirectement pour Astana qui réalise une saison dégueulasse. Les pauvres. Donc, bah, c'est pas le cas. Evenepoel au-dessus du reste du monde. Allez, est-ce qu'ici on va réussir à faire la même chose? Pas sûr. Regardez, il y a Rébellion, là, très bien, bravo. Rébellion de grand nombre de coureurs. Alors moi, j'ai pas pris avec Van Aert la suite de tout cela parce que je sais que je peux rentrer. Puis, surtout après, je pense que s'ils reviennent tous sur Evenepoel, là, c'est Alaphilippe et Hirschi, hein. Ils sont très forts, Alaphilippe et Hirschi. Ils sont en train de revenir doucement mais sûrement sur Remco. Attention, nos rêves de victoire en solitaire vont-ils passer par la fenêtre? Sur ce coup-là, il reste un tour à parcourir. Alaphilippe semble gérer quand même, hein. Il n'est pas non plus... Ils sont déjà pas rentrés sur Evenepoel à ce stade-là, hein. Donc ça veut dire que ils n'ont pas non plus une réserve infinie. Van Aert, évidemment, a récupéré tout le groupe de poursuivants d'Alaphilippe et Hirschi. Evenepoel a quand même sa petite vingtaine de secondes d'avance, mais il s'agirait de ne pas tout consommer. Des fois que on se fasse reprendre, il faut pouvoir en remettre une au Hirschi qui en remet une derrière et qui du coup réduit l'écart avec Remco Evenepoel. Ouais, Hirschi très fort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Hirschi c'est du très bon Marc Hirschi en cette fin d'année avec Alaphilippe qui a limite lâché. Bon, on va se caler dans la roue, hein, puisque c'est ça. Hein. Et puis on va demander à Benoît de ramener Van Aert. Attention, pas se faire prendre dans une cassure. Benoît, son boulot, c'était de rester avec Van Aert et de le surveiller pour l'aider à arriver dans les meilleures conditions. C'était ça qui était son rôle dévolu. Et Evenepoel qui lâche, qui laisse sur place Hirschi. Plus personne n'en peut plus. Vous avez compris que ça prend plutôt le bon chemin. Van Aert est sympa, hein, il laisse son copain tout seul, il contrôle avec Benoît. Il y a une belle avance qui commence à se dessiner pour l'ami Evenepoel. Je suis sur la barre rouge. Donc ça veut dire qu'il faut juste consommer tout ce qui reste de barre rouge, quitte à être entre 65, 63, voire bientôt 61, pour juste garder de la barre rouge et pas être en défaillance. Regardez, l'écart monte pour une très bonne raison. Plus personne n'est capable de rouler, hein. Ça, c'est un scénario qu'on a vu et revu sur les courses, ne serait-ce que cette année. Hein. Il y a un moment donné où il n'y a plus personne qui en peut plus. Et puis, en fait, dans ce moment-là, Remco, il a déjà 1 minute d'avance, ou plus. Et puis Remco, lui, par contre, il trace jusqu'à la ligne. Ça tombe bien, parce que le contre-la-montre individuel, c'est pas vraiment le truc qui lui fait peur. On a donc un nouveau champion du monde. Ça reste chez Quick-Step Alpha Vinyl. Remco Evenepoel, champion du monde en Australie. Van Aert, cette fois-ci, sprint pour la 2e place et la prend. Et je suis assez content d'avoir gagné de cette façon-là. Je vous avoue que j'étais pas très certain d'y arriver. Et ça fait plutôt plaisir. Le doublé, donc, hein, il prend CLM et course en ligne. Remco Evenepoel sera donc en arc-en-ciel au cours de la saison suivante. Je suis content parce qu'à un certain niveau, c'est une revanche. C'est une double revanche. C'est une revanche sur tout ce que je vous ai déjà proposé avec Remco. J'ai pas toujours été très heureux.
voire même des fois j'ai dû m'arrêter avant un Giro qu'il aurait peut-être pu gagner, etc. Et c'est aussi une revanche par rapport aux notes sur PCM, sur cette database de Remco. Je suis vraiment très content que ce soit lui qui soit en arc-en-ciel. J'adore ce coureur. Et on aura eu un très très beau doublé donc pour Remco. Il est temps de vous dire au revoir. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on va faire juste une semaine de pause dans la vidéo du jeudi. Parce que j'ai besoin de m'organiser en termes de planification. Mais vous n'aurez pas rien à la place. Vous aurez une autre vidéo. Et ça parlera déjà de planification. Je prépare le terrain pour la planification de cette partie. Voilà. Donc à plus. Bientôt pour un tour de Lombardie. Dans 2 semaines. Et tout ce qui s'en suivra. Et Dieu sait s'il y a du boulot. Bye bye.